lorsque, dans le cas égyptien, premier jour, 1 million de manifestants, 300 morts, deuxième jour, 2 millions de manifestants, 300 morts, troisième jour, 3 millions de manifestants, 300 morts, personne n'a appelé l'OTAN à son secours. Ça aurait fait... il aurait eu un tollé. Ceux qui auraient pensé à cela auraient été immédiatement complètement isolés. Et c'est quand on est passé de 3, 4, 5 millions à 15 millions que ça a basculé. Et c'est à ce moment-là seulement que les directions des frères musulmans ont pensé qu'il ne fallait plus s'opposer. Bon. Autre caractéristique qui est très importante pour comprendre la suite des choses. Les frères musulmans n'ont jamais fait partie de l'opposition. Dans le cas égyptien, ce n'était pas le cas de la Tunisie, mais dans le cas égyptien, à partir de Sadat, les frères musulmans ne sont pas un parti politique. Le caractère islamique n'est pas leur caractère principal. Les frères musulmans sont un parti réactionnaire et ultra-réactionnaire qui a pris position et continue de prendre position contre les syndicats, pour l'interdiction des syndicats, contre le mouvement de résistance des paysans, contre toute revendication sociale. Il est à fond pour le néolibéralisme, le marché, la privatisation, etc., etc. Et lorsque l'abandon du projet national populaire, disons, s'est fait en Égypte assez brutalement, avec la défaite de 67, mais et surtout la mort de Nasser en 70, et la venue au pouvoir de Sadat, c'est Sadat qui a ramené les frères musulmans et les a intégrés dans une alliance avec le pouvoir en leur concédant la direction de 3 institutions nationales fondamentales. L'éducation, et c'est à travers l'éducation que le voile a été réintroduit dans la société égyptienne, la justice, et c'est à travers la justice que le discours sur la charia a été réintroduit, et la télévision. Alors, en général, un gouvernement ne donne pas à l'opposition de telles institutions. Il faisait partie. Et en contrepartie, le discours des mosquées, qui était un discours pied, continuait à être un discours wahhabite contrôlé par la direction des frères musulmans à 80%, et le seul discours autorisé. Donc il faisait partie de cette alliance. Que maintenant, avec les... Mais dans cette alliance, il n'y avait pas d'extrapontaines, parce que les 3 institutions que j'ai signalées ne sont pas d'extrapontaines, mais ils avaient... ils étaient quand même en position soumise, la décision en dernière analyse revenant au commandement de l'armée. Bon. Avec les élections et leur victoire électorale sur laquelle je vais venir dans un instant, le rapport est peut-être inversé. Il y a des négociations parce qu'ils sont alliés, mais il y a certainement une contradiction qui trouvera ou ne trouvera pas sa solution dans les semaines et les mois à venir, dans le partage des responsabilités entre le haut gouvernement de l'armée, qui lui a été absorbé par la bourgeoisie, c'est absorbé dans la bourgeoisie liée à toute la libéralisation, etc., etc., et les frères musulmans. Bon, alors pourquoi la victoire électorale des frères musulmans? Eh bien, ça c'est très lié au Lumpen Development. Parce que le Lumpen Development, qu'est-ce que c'est que le Lumpen Development? C'est les projets qui étaient ce qu'ils étaient. On peut en faire une analyse critique, je l'ai fait depuis très tôt, je pense, il y a 50 ans, du projet national populaire, qui étaient des projets d'industrialisation, de transformation, de modernisation, même si on n'a pas le mot, etc., etc. À partir du moment où on a abordé ce projet, avec ce qu'on appelle le néolibéralisme, on a vu le démantèlement de toute forme d'avancée dans la modernisation industrielle et agricole, et de plus en plus d'activités du secteur dit informel. En Égypte, on appelle qui sont devenus les seuls moyens de survie. C'est la paupérisation, les seuls moyens de survie. Or, cette économie de survie, c'est un terrain pour la pénétration en profondeur
les frères musulmans dans la société. Bon, un pauvre gars a besoin d'un peu d'argent pour s'acheter un taxi et pour survivre avec un taxi. Les frères musulmans, grâce aux milliards du Golfe, lui donnent ou lui prêtent sans intérêt et dans de très bonnes conditions, mais lui donnent. Et puis, on a liquidé les services publics, la santé, etc., grâce à l'argent du Golfe, et avec l'argent du Golfe, des activités de charité, des centres de soins, etc. Bon, alors, la pénétration, mais c'est une pénétration qui fait dans une spirale descendante. Plus cette économie, ce loopel développe, plus elle donne l'occasion aux frères musulmans d'intervenir, et plus ils interviennent, plus ils approfondissent ces activités de survie. C'est-à-dire les deux sont tout à fait liés. Et c'est ça qui est la clé du succès. Et je pense que même si c'est dans d'autres formes, pour ce qui concerne la Tunisie et d'autres pays arabes, nous avons des phénomènes de la même famille, disons, ou analogues. Bon. Alors, voilà bon. Mais, maintenant, où en sommes-nous? Où en sommes-nous après les élections? Alors, dans un premier moment, c'est-à-dire entre fin janvier, 25 janvier, et la mi-mai, il y avait eu l'invention, par le mouvement, si on l'appelle au singulier, d'une forme d'organisation qui permettait d'espérer beaucoup dans sa maturation politique, dans sa capacité de se donner des objectifs stratégiques, qui étaient ce que les gens ont appelé eux-mêmes Parlement des chartes, le Parlement du peuple, c'est-à-dire un Parlement non élu, mais où toutes les organisations de jeunes, le Parti communiste, les nouveaux partis des classes moyennes démocratiques, les syndicats, le mouvement paysan, les associations de femmes, etc., participaient en permanence, et c'était un excellent moyen. Alors, il s'est défait par lui-même, courant mai. Je pense, c'est mon opinion, je pense que ce n'est pas tellement, comme certains autres camarades le pensent, à cause des contradictions internes, des objectifs différents des uns et des autres, pas tellement, mais parce qu'il y a eu une certaine illusion électorale. La perspective d'élection, et je crois qu'il y a eu cette illusion électorale encore plus fortement marquée en Tunisie, on a substitué la perspective d'un Parlement élu à ce Parlement du peuple. Bon, nous en sommes là. Et maintenant, je pense, je dis, et c'est ma conclusion pour passer ensuite au deuxième chapitre, nous avons deux légitimités en place. Une légitimité, la seule que les pays occidentaux, entre autres, veulent reconnaître, c'est la légitimité du Parlement élu, c'est-à-dire de l'islam politique réactionnaire. Elle est, je ne dirais pas que le peuple égyptien dans son ensemble la considère comme totalement illégitime. Mais cette légitimité n'entame pas une autre légitimité qui est elle, très forte chez les militants, et pas seulement les militants de la gauche radicale, chez les militants de tous les mouvements sociaux égyptiens, la légitimité de la poursuite de la lutte. Alors on verra comment ça se développera. Ma lecture de l'histoire de l'Égypte est une lecture qui met l'accent sur les longues vagues de montée des luttes, les vagues de 50 ans, et puis les longues vagues non moins longues de retrait, de retraite, d'endormissement, de déconstruction, etc., et que nous rentrons dans une... Bon, alors, ce qu'il faut dire, je passe au deuxième chapitre, les puissances occidentales, comme le pouvoir en place, ont été surpris par l'ampleur du développement du mouvement en Tunisie et en Égypte. La preuve, c'est qu'ils ont même Nathaniel Ali a proposé ses services avec Ali, que jusqu'au dernier moment, les États-Unis ont soutenu avec les directions des frères musulmans Moubarak, jusqu'au moment où ils ont vu, c'est la direction de l'armée qui a débarqué Moubarak, ce n'est pas un ordre américain, loin de là. Il paraît même que ça s'est fait contre le conseil de Jean Automobama au commandement de l'armée. Bon, mais